Alors donc, c'est une maladie que vous connaissez comme ayant... Alors attendez, ça marche, oui ça marche. Vous le savez, définie par, depuis sa découverte à travers une observation familiale, puisque deux médecins tchécoslovaques, Sitaj et Zitnan, en 1957, avaient décrit cette maladie à l'époque où, bien entendu, la Tchécoslovaquie était en un seul pays, puisque maintenant elle a été partagée en deux pays. Et c'est quelques années plus tard que, grâce à McCarthy, eh bien, on a relié cette pathologie aux cristaux de pyrophosphate de calcium. Alors c'est une maladie, incontestablement, qui est extrêmement polymorphe en termes d'expression, et c'est vrai que tout est possible, depuis la forme asymptomatique, qu'on appelle chondrocalcinose, bien entendu, et qui est purement radiographique, jusqu'aux formes aiguës, chroniques, voire même pouvant mimer diverses affections, formes pseudo-PPR, pseudo-polyarthrite rhumatoïde, etc. Et donc c'était ça l'intérêt, bien entendu, de rappeler ce type de forme et ce type de polymorphisme. Alors non, je vais choisir le bon sens. Alors un petit retour quand même sur la constitution de ces cristaux et probablement leur rôle maintenant pour déclencher cet ensemble ce groupe de pathologies. Élément très important, eh ben, les pyrophosphates, vous en utilisez tous les jours. Vous savez, ce sont des phosphates qu'on a chauffés, d'où le terme de pyrophosphate. Et vous en utilisez pratiquement tous les jours dans vos pâtes de dentifrice, pour en rappeler un exemple. On en utilise comme adoucisseur de l'eau dans l'industrie, et c'est quelque chose qui est évidemment très utilisé. Mais il y a quelque chose d'important à rappeler. Dans notre organisme, eh bien, ils ont un rôle dans les processus de transfert d'énergie dans les cellules, et donc ils sont produits en grande quantité. C'est une affaire de kilos par jour. Élément très important, dans la maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium, évidemment, eh bien, le pyrophosphate va être combiné au calcium et on va voir comment. Et ces cristaux ont un rôle essentiel parce qu'ils sont à l'origine de phénomènes inflammatoires. Alors j'ai rappelé ici une cytokine qui est intéressante, c'est l'IL-1β parce que c'est elle qui est produite en grande quantité dans ces cas-là. Mais surtout, alors le schéma important, c'est celui-ci. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la pathogénie est de mieux en mieux connue dans la mesure où on sait que ces cristaux sont produits localement au niveau de l'articulation. Il n'y en a pas dans le sang, il n'y en a pas de manière systémique, ils sont produits localement et dans certaines conditions. Alors lesquelles? C'est très simple, on va essayer de passer en revue un petit peu tout cela. Vous savez que l'activation des chondrocytes produit justement ces quantités de pyrophosphate qui vont être, regardez, stockées ici. C'est le pyrophosphate inorganique intracellulaire. Voici le chondrocyte. Et vous avez le rôle de cette protéine qu'on appelle ANC qui va permettre justement à ce pyrophosphate intracellulaire, pour IPPI, de sortir à l'extérieur de la cellule. Et vous avez des quantités comme ça, énormes, qui sortent dans la matrice extracellulaire, où elles peuvent, bien entendu, où elles siègent à ce niveau-là, mais elles vont également rejoindre ce qu'on appelle des organelles, qu'on appelle les vésicules du cartilage articulaire. Et donc, vous avez du pyrophosphate inorganique qui va être en extracellulaire. L'élément important, c'est que, comme on a des quantités énormes de pyrophosphate inorganique à l'extérieur de la cellule, eh bien les pyrophosphatases, qui sont des enzymes qui vont être activées, elles vont permettre tout simplement de libérer, bien entendu, de scinder ce pyrophosphate en phosphate inorganique et en fait, ça va équilibrer un petit peu, vous le voyez, le phosphate avec le pyrophosphate. Il y a une autre voie qui est importante, et celle-là, il faut aussi qu'on en parle, c'est la voie de l'ATP, où vous avez ANC qui permet de générer, donc de faire sortir les flux, enfin de provoquer un efflux d'ATP, et sous l'effet, là encore, d'une enzyme qu'on appelle la nucléotide phosphate pyrophosphohydrolase, vous le voyez, qui va transformer l'ATP en ADP et qui va libérer, là aussi, du pyrophosphate inorganique, en extracellulaire toujours. À ce niveau-là, alors tout se passe bien, l'équilibre
dans un cartilage normal, j'allais dire, tout se passe bien, il y a un équilibre entre le phosphate inorganique et le pyrophosphate. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une pathologie? Et c'est là l'intérêt. C'est que, eh bien, vous avez des ions qui vont agir sur la pyrophosphatase, laquelle pyrophosphatase permet la transformation du PPI en PI. Et un des éléments qui peut justement activer la pyrophosphatase, c'est le magnésium. Et donc là, je pointe du doigt les causes de maladies de dépôt de pyrophosphate quand vous avez une hypomagnésémie. Et les causes d'hypomagnésémie sont nombreuses. Vous avez des ions, notamment comme le calcium, et je pointe du doigt quand les taux de calcium sont très augmentés, c'est le cas en particulier dans une hyperparathyroïdie, là aussi, le calcium va inhiber la pyrophosphatase, ce qui fait que les quantités de pyrophosphate inorganiques dans la matrice vont être très élevées et on comprend la relation hyperparathyroïdie. Pareil pour l'ion ferrique, il inhibe la pyrophosphatase et c'est ce qui explique aussi la relation avec l'hémochromatose. Et donc vous le voyez un petit peu, ces éléments-là sont très importants. Évidemment, quand le cristal est formé, et c'est là l'élément important à l'origine de cette inflammation au niveau de l'articulation, ce cristal de pyrophosphate de calcium, eh bien, une fois qu'il est formé, il peut soit activer, vous le voyez, la dégénérescence cartilagineuse, et on va vers des atteintes articulaires qui sont plus de l'ordre de l'arthrose, mais il peut également activer l'inflammasome, vous le voyez, et là, vous aurez ces crises aiguës qui ont fait, pendant longtemps, appeler la maladie pseudo-goutte, d'ailleurs c'est encore le cas, dans pas mal d'écrits. Donc je crois que jusque-là, on est dans quelque chose qui explique complètement et qu'on comprend beaucoup mieux. Alors, élément bien entendu incontestable, c'est que vous avez des facteurs qui vont également moduler la formation des cristaux au sein de la matrice extracellulaire, donc du cartilage, et permettre évidemment, là aussi, la progression de la formation de ces cristaux, ce qui aide énormément justement au développement. On va voir un petit peu l'imagerie, ça va être extrêmement intéressant. En matière, là aussi, d'intervention d'un certain nombre d'autres modulateurs, pour ce qui est de l'intervention sur les pyrophosphates, vous en avez d'autres, mais grosso modo, j'ai parlé de ce qui était principal. Alors, on va avancer un petit peu plus. Oui, je vais y arriver. Non, elle ne marche plus. Ah oui, bon, c'est pas grave, je vais utiliser l'ordinateur. Ah, merci. Là, ma page, excusez-moi. C'est samedi, c'est le deuxième jour du congrès, c'est normal. J'avais peur tout à l'heure d'avoir ce qui est arrivé à M. Flippo et de me retrouver sans image parce que j'ai de l'imagerie. Bon, je sais que c'est toujours un peu le cauchemar de l'orateur, mais moi j'avais de l'imagerie. Et non, elle ne fonctionne pas non plus. Bon, allez, j'y vais à la main. Là aussi, c'est bloqué. Ah oui, c'est dit, c'est bloqué. Oui, oui, c'est dit, c'est bloqué. Ouais, ouais. Alors, au passage, c'est important, parce que je vais parler des facteurs de risque juste après, c'est important que vous reteniez cette fameuse protéine qui est une protéine ankylose humaine, qui est une protéine de la membrane du chondrocyte, et qui joue un rôle, essentiel, vous le savez, dans la sortie à la fois de l'ATP et du pyrophosphate inorganique. Ah, parfait. Je peux le faire impeccable. Merci, Sidi. Alors, les facteurs de risque d'apparition d'une maladie des dépôts de pyrophosphate de calcium, eh bien, c'est bien entendu l'âge, on le sait, on va voir des études épidémiologiques là-dessus. L'arthrose, et oui, on en voit un petit peu plus au cours de l'arthrose, et les deux sont associés, mais ce sont des facteurs de risque évidemment indépendants. Mais attention, c'est articulation dépendante, c'est-à-dire que certaines articulations vont faire incontestablement l'objet de ce type de dépôt, mais d'autres, comme la hanche, ne sont pas concernées, en particulier aussi fréquemment, évidemment, que les autres. Élément très important aussi,
les facteurs génétiques et la maladie, elle peut être rarement autosomique dominante et généralement, vous le voyez, mutation du gène ANC et d'autres plus rares, notamment le gène du procollagène. Les maladies métaboliques, j'en ai parlé. L'hypomagnésémie intervient aussi à travers un certain nombre de maladies que je ne vais pas citer, qui sont notamment le syndrome de Gitelman, le syndrome de Bartter, etc. Mais je pense qu'on ne va pas les détailler parce que c'est rarissime. Mais aussi certaines thérapeutiques telles que les diurétiques de Lens, et notamment dans le contexte d'une insuffisance rénale chronique, incontestablement. Alors, grosse étude épidémiologique qui vaut le coup, qui vient étayer la fréquence de cette maladie chez les sujets à partir d'un certain âge, chez les vétérans. On s'est intéressé, vous savez, à la base de données des vétérans américains. Vous voyez, ça concerne quand même plus de 5 millions de personnes. Alors, la plupart sont des hommes, c'est normal, il y a quelques femmes, et vous avez 0,52% de ces personnes qui ont une maladie des dépôts de complexes de cristaux de pyrophosphate de calcium. La moyenne d'âge étant de 69 ans et 95% sont des hommes et les comorbidités ont également fait l'objet de l'étude. On va les voir un petit peu après. Alors j'ai essayé de trouver d'autres études et j'ai trouvé une enquête italienne, alors à travers un nombre de cas nettement plus réduit, mais avec une prévalence, vous le voyez, qui n'est pas loin de celle des États-Unis, des vétérans américains, 0,42%, et ça les classe au 4e rang des maladies musculo-squelettiques. Alors les genoux, évidemment, sont très souvent concernés, et genoux plus mains et poignets, bien entendu, ou hanches plus pubis, le tout, c'était 10 à 4%. Les tableaux. Les tableaux, on l'a dit tout à l'heure, ça s'échelonne depuis la forme radiologique pure et asymptomatique, la chondrocalcinose, en passant par les formes aiguës, les formes chroniques qui peuvent rappeler, bien entendu, des polyarthrites au début, les formes pseudo-arthrosiques, pseudo-rhumatoïdes, ah ben tiens, il marche subitement, très bien, et les formes destructrices qui rappellent les arthropathies neurogènes. Toutes ces choses, vous les connaissez bien, mais c'était important de rappeler certaines données. Dans cette étude américaine qui a concerné les vétérans que je vous ai cités plus haut, regardez ce qui a été fait. On a recherché s'il y avait plus d'associations chez les gens arthrosiques, goutteux, polyarthritiques, rhumatoïdes notamment, l'hémochromatose et les autres pathologies métaboliques. Eh bien, ce qui ressort incontestablement en analyse multivariée, et j'ai essayé je vous les ai encadrés ici, ce sont les formes de maladies associées à l'arthrose, à la goutte, c'est connu, goutte et pseudo-goutte, la polyarthrite rhumatoïde, et ces auteurs insistent beaucoup sur le fait que certaines polyarthrites rhumatoïdes, quand elles se calment, eh bien on peut découvrir par la suite, à l'occasion de douleurs articulaires, une maladie des dépôts de cristaux. L'hyperparathyroïdie, c'était connu, l'hypomagnésémie, et puis surtout en contexte de stress articulaire, comme par exemple la pose des prothèses. Et notamment, pour les prothèses de genoux, c'était assez significatif. Le gold standard pour le diagnostic, c'est bien entendu la présence de ces cristaux, mais malheureusement, ça n'est pas toujours performant, vous le voyez, cristaux à bout carré, alors on peut les voir en microscopie photonique, voire même en lumière polarisée, qui est la plus utilisée. L'imagerie, et c'est là probablement où on a le plus de progrès, mais probablement, là aussi, attention, il y a quelques images en échographie qui sont trompeuses et qui peuvent en imposer pour une goutte. Et notamment, ça fait l'objet de la présentation à l'EULAR d'un Italien qui a beaucoup travaillé sur l'échographie dans les maladies métaboliques et en particulier dans la goutte et la pseudo-goutte. Et c'est là où c'était l'intérêt. Alors, j'ai regroupé sur cette plaque, vous le voyez, la faible sensibilité de la radiographie, avec malgré tout le fait qu'elle puisse passer à côté d'un certain nombre de dépôts dans les petites articulations. Le scanner, c'est trop cher, bien entendu, ça fait trop d'irradiation. L'IRM, n'en parlons pas, faible sensibilité et faible
spécificité. Par contre, l'échographie, et là j'ai ce monsieur qui a présenté, vous le savez, le travail à l'EULAR, je vais en parler après parce qu'il y a eu tout un travail dans le groupe de l'Omeract consacré justement à l'échographie au cours de cette maladie. Alors voilà l'aspect classique d'une méniscocalcinose avec des dépôts évidemment du cartilage. Au niveau des métacarpophalangiennes, pareil, et au niveau du ligament triangulaire du carpe, voire même l'aspect, vous savez, le signe d'impaction. Une autre image au niveau du genou, je n'ai pas résisté à vous la présenter, bien entendu, même si vous connaissez tout cela. Les formes érosives avec des géodes qui peuvent concerner un certain nombre d'articulations, et c'était le cas notamment, et qui peuvent en imposer pour les maladies rhumatismales dont on a parlé tout à l'heure. Pour arriver au vif du sujet qui est l'échographie, et regardez ce qui a été établi justement par ces auteurs, c'est que vous avez des types de calcification variés, c'est le cas de la fine bande hyperéchogène, les spots, c'est plus fréquemment le cas, et bien entendu des aspects parfois nodulaires qui peuvent être retrouvés au sein de ces articulations. Les dépôts se font dans le fibrocartilage, le cartilage hyalin, voire même les deux, avec un pourcentage plus faible, et bien entendu, vous avez plusieurs sites de dépôts qu'ils ont regroupés dans ce tableau, le voilà, celui de l'Omeract. En l'occurrence, regardez lorsqu'on va du normal qui concerne cette première colonne aux dépôts les plus importants. Au fur et à mesure qu'on va vers la droite, ce sont les dépôts les plus importants. Voilà l'exemple du ménisque. Et vous voyez, il y a des petits dépôts qui apparaissent. Là, il y en a beaucoup plus. Et au fur et à mesure qu'on avance, évidemment, les dépôts sont plus importants. Et ils apparaissent, bien entendu, sous forme de au début, sous forme de ces petits spots. Et par la suite, des dépôts beaucoup plus volumineux, comme c'est montré à droite. Ici, vous avez également le labrum où vous avez ces dépôts qui apparaissent au fur et à mesure, et vous le voyez, ce sont des dépôts nodulaires, comme à droite. Ici, l'articulation acromioclaviculaire, regardez, vous l'avez ici également, et au fur et à mesure qu'on avance, à droite, vous avez beaucoup plus de dépôts, ça peut prendre des proportions assez importantes chez certains patients. Alors, même chose lorsqu'on s'intéresse, vous le voyez, au niveau de l'interligne, au niveau du genou, et là aussi, quelques petits spots apparaissent ici, et là, vous avez déjà une ligne un peu plus continue, on va dire, sur l'image de droite, où il y a le plus de dépôts. Métacarpophalangienne, pareil. Les exemples sur les tendons sont également très intéressants, puisque vous voyez des petits spots qui apparaissent ici, et ensuite, vous avez des dépôts beaucoup plus importants. Et il y a une mise au point qui a été faite par ce monsieur Philippou, qui a présenté ce travail de l'Omeract, pour dire que même des images en double contour peuvent être rencontrées au cours de la maladie des dépôts de pyrophosphate. Il y a une chose à faire, et elle est très importante, c'est de mobiliser l'articulation pour voir justement est-ce que cela change lorsque vous mobilisez, parce que c'est très important pour en faire la distinction avec la goutte. Alors, imagerie qui est beaucoup plus récente et qui maintenant fait l'objet de travaux, c'est le DECT. Vous savez, c'est la Dual Energy Computed Tomography. Qu'est-ce que c'est le DECT? Eh bien, on associe tout simplement l'utilisation d'un scanner et on associe cela avec une étude par ordinateur. Et vous le voyez, on fait apparaître ces dépôts qui apparaissent sous forme colorée, verdâtre ici au niveau des ménisques, vous le voyez. Alors c'est fait pour d'autres articulations, mais ici les Japonais qui ont présenté, qui ont fait cela dans un article récent, vous le voyez, l'ont montré essentiellement au niveau des ménisques et avec même des prélèvements qui ont été faits lors des interventions chez des sujets qui avaient été prothésés. Donc vous le voyez, le DECT est probablement quelque chose, alors qui va certainement mettre du temps à être développé, mais c'était important de le signaler. Il y a un petit progrès en termes d'imagerie. Il n'y a pas encore de définition des différents aspects que l'on peut obtenir, mais c'est important de souligner ce point. Alors, au terme de un petit peu cette revue d'imagerie, bien entendu, j'ai voulu
vous rappeler quelques aspects particuliers de la maladie. Alors pourquoi? Parce qu'elle peut prendre, encore une fois, outre ce qu'on a décrit au début, des aspects assez trompeurs, et vous allez voir, j'ai essayé d'en rechercher quelques-unes. Alors les formes tophacées, regardez un exemple. Patient, vous le voyez, qui arrive avec cette énorme masse latérale du pied, de la cheville. Et vous le voyez, cette masse est bien entendu opaque. Et quand elle a été enlevée, eh bien, il s'agissait de dépôts de cristaux. Et cet aspect tophacé n'est pas propre aux articulations seulement, comme ici, périphériques. Ici, au niveau du genou, vous voyez, là aussi, masse qui était très dure, qui avait même été prise pour une tumeur, et en fait, c'était bien entendu, lorsque ça a été enlevé, c'était des dépôts, un ensemble de dépôts de pyrophosphate. Au niveau de l'articulation, regardez, temporomandibulaire, ça peut prendre cet aspect-là, avec des cristaux qui sont souvent beaucoup plus petits que ceux qu'on rencontre au sein des cristaux des articulations périphériques, mais ça peut générer des doutes. Regardez l'image, elle est quand même considérable, avec évidemment une impotence et qui peut compliquer un petit peu la chirurgie dans ces cas-là. Plus intéressantes sont les atteintes rachidiennes qui peuvent toucher le rachis cervical, mais aussi le rachis plus bas situé. Et regardez ici une masse qui a été découverte à l'occasion d'un syndrome douloureux lombaire et lombo-radiculaire. Et vous le voyez, lorsque ça a été enlevé, c'était là encore des dépôts. Alors ça n'est rien comparativement à ce qu'on regarde ensuite. Ici, regardez, patient vu dans le cadre de grosses douleurs rachidiennes, avec en particulier un début de compression médulaire. Et quand on a fait le scanner, eh bien regardez, on a trouvé ce dépôt, c'était dans la dure-mère, dans toute la partie postérieure qui s'étendait quasiment de C3 à T6. Et là, bien entendu, il a fallu opérer pour décomprimer. Alors, ça a été surtout vu chez les patients asiatiques, un peu comme ce qu'on observe dans l'HVA. Les Asiatiques développent des espèces de calcifications intra-rachidiennes très particulières chez eux, et c'était le cas donc dans cette observation. Autre aspect, toujours au niveau rachidien, compression médulaire haut située, vous le voyez, juste en arrière de ces deux, vous avez cette masse chez un patient qui s'est présenté avec un tableau de tétraparésie, ce qui est quand même considérable en termes de volume, mais surtout difficile à aborder, là encore, et cela a été fait par les collègues chirurgiens qui ont présenté l'observation. Alors, plus connu, le syndrome de la dent couronnée, bien entendu. Je sais que certaines personnes le font assez jeunes, mais on peut le voir aussi, la plupart du temps chez les sujets âgés. Syndrome de la dent couronnée qui peut prendre un tableau des fois un petit peu, j'allais dire, qui peut faire errer le diagnostic parce que ça prend un tel tableau aigu que des fois ça simule une méningite et avec fièvre, etc. Et cela est très important de le souligner. Alors dans l'étude, regardez, encore eux, les Japonais, regardez, quand ils ont étudié, vous le voyez, les personnes qui font des douleurs cervicales aiguës, donc avec même des cervicagos parfois, eh bien regardez, chez le jeune, il n'y a pas de calcification. Au fur et à mesure qu'on dépasse 50 ans, évidemment, le pourcentage de personnes qui vont avoir des dépôts périodontoïdiens augmente, et c'est le cas, vous le voyez. Alors chez les plus de 80 ans, c'est assez commun, c'est dire la relation à l'âge. C'est très important de le souligner parce que des fois, ça peut être assez trompeur. On a présenté, je pense, nos 3 observations. Je pense que c'est Dr Naya qui a travaillé dessus. Et c'est des fois assez trompeur, et en particulier, ça peut faire errer le diagnostic, mener à DPL, etc. Alors, bien entendu, j'arrive à la fin de ma présentation au thérapeutique, et je voudrais en particulier insister. Alors ici, cette revue fait tout simplement passer les différentes thérapeutiques qu'on peut proposer. Alors, quand c'est asymptomatique, une chondrocalcinose, on n'y touche pas, bien entendu. Mais quand ce sont des crises aiguës, eh bien regardez, ça rappelle un petit peu ce qu'on utilise dans la goutte.
la colchicine étant là, mais on peut faire appel aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, aux glucocorticoïdes localement, bien entendu, voire même par voie orale ou parentérale quand il y a de grosses douleurs. Quand il y a une arthrose, eh bien, on traite comme une arthrose classique sans dépôt. Et quand il y a des maladies, quand il y a des formes chroniques, pardon, eh bien, on peut avoir recours, vous le voyez, à des thérapeutiques utilisées dans la polyarthrite rhumatoïde. Seulement, quand vous voyez certaines études, et il y a eu des études, notamment des essais contre placebo, cette plaque, j'y reviendrai après, regardez, méthotrexate, ils ont pris 25 personnes qui avaient une maladie, alors vous le voyez, essentiellement sous forme d'arthrite récurrente, principalement des arthrites chroniques, quelques formes récurrentes, donc pseudo-gouttes, et ils ont comparé ça au placebo, vous le voyez, 21 personnes, et en fait, il n'y a pas de différence significative. Il n'en reste pas moins que beaucoup d'auteurs continuent d'utiliser quand même le méthotrexate et des fois ça marche. On a au service quelques-uns pour lesquels ça a donné des résultats, mais bien entendu, ça n'est jamais véritablement satisfaisant dans tous les cas. Alors, j'ai passé en revue cet ensemble de traitements essentiellement pour insister sur deux choses. La première, les antagonistes de l'interleukine 1, l'anakinra, ça a été proposé, mais les succès, là aussi, sont très variables. Et puis surtout, les futurs traitements, pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte que le probénécide, qui est un uricosurique, en fait, avait tendance à agir sur la protéine ANC et pouvait, in vitro, et pouvait être utilisé comme un possible agent anti-formation de cristaux, le probénécide ou bénémide, vous le savez, qui est un uricosurique. Les polyphosphates sont en cours d'essai et donc je pense que là aussi, probablement que les choses vont pouvoir avancer et nous permettre d'utiliser d'autres thérapeutiques. Alors, l'hydroxychloroquine, je rappelle que c'est un traitement qu'on peut utiliser dans les formes chroniques, mais là aussi avec des succès très variables. Et en fait, c'est probablement ce qui est frustrant dans cette maladie, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens thérapeutiques à notre disposition. Alors, en conclusion, on connaît mieux la maladie. On connaît mieux, bien entendu, les facteurs qui interviennent dans sa pathogénie. C'est vrai qu'on a beaucoup progressé dans l'imagerie, mais il y a encore des espoirs en termes de traitement. Et j'espère que je suis restée dans les temps. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je vous remercie.